Paragraphe 2. Extension de corps. En fait, on va renverser le point de vue. Dans le premier paragraphe, on s'est donné un corps et on regardait le sous-corps. En fait, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est pour un corps donné, l'agrandir. C'est souvent ce qu'on fait, n'est-ce pas? Construction de R à partir de Q, de C à partir de R, et d'autres exemples. Donc, on va plutôt se mettre sur ce point de vue où on va, pour un corps donné, regarder des corps le contenant comme sous-corps. Et c'est ce qu'on appelle une extension. Soit K un corps, une extension de corps. Moi, je vais peut-être tout simplement dire une extension de K est un corps L, le contenant comme sous-corps. Ouais. Contenant K comme sous-corps, soyons plus précis. Voilà, une extension de K est un corps L contenant K comme sous-corps. Bon, souvent, en fait, ça ne contient pas K comme sous-corps, mais une copie isomorphe de K comme sous-corps, comme on l'a vu au paragraphe précédent. On va passer sur ces détails-là. Et on note, il y a une notation historique, c'est note L sur K, pour dire que L est une extension de K. Donc ce n'est pas un quotient, c'est juste une notation pour dire que L est une extension de K. Ce n'est pas un quotient du groupe abélien L par le groupe abélien K, par exemple. Ce n'est pas ça. C'est juste une notation courte pour dire que je ne considère pas L le corps tout seul, mais je le considère comme extension de K. On a un intérêt à le faire. Exemple, je peux donc reprendre les exemples de tout à l'heure et les mettre à l'envers. R est une extension de Q. Oui, évidemment, Q est un sous-corps de R. C est une extension de R. K parenthèse X, le corps des fractions rationnelles sur un corps K donné est une extension de K, si K est un corps. Ou plus généralement, je peux aussi regarder les fractions rationnelles en plusieurs indéterminés. Le corps des fractions de K crochet X1, 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 Xn. Je rappelle que K parenthèse X1, Xn, c'est le corps des fractions rationnelles de l'anneau K crochet X1, Xn, qui est intègre et a donc un corps, qui est un corps, comment ça s'appelle, un corps de fraction, Ça, c'est une extension. C'est la façon d'agrandir des corps. Vous voyez, ici, c'est très particulier. Le Q à R, c'est plutôt de l'analyse, de R à C, c'est très particulier. De K à K parenthèse X, c'est un peu moins particulier, c'est un peu plus général, mais quand même, pas encore ce qui est le plus intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la situation suivante. Soit K un corps, et P dans K crochet X, un polynôme irréductible. Il y en a toujours, de degré 1 par exemple, ce n'est pas ceux qui sont plus intéressants. Un peu de chance, il y en a de degré supérieur. On peut prendre L, le quotient de K crochet X par P. Comme P est irréductible, l'idéal engendré par P est maximal, et ce quotient est un corps contenant K comme sous-corps, naturellement. Et donc, on a une extension, L sur K est une extension. Ça, c'est vraiment une construction intéressante. Hein. C'est la construction, les extensions qui vont nous intéresser le plus. On appelle ça une extension algébrique. Plus généralement,
On peut prendre, là j'ai pris un idéal maximal d'un K crochet X, mais je peux prendre un idéal maximal d'un K crochet X1, Xn. Et je pose toujours L, K crochet X1, Xn. Je sais qu'il en existe, bien sûr, parce que ça c'est un non nul, donc il y a sans doute plein d'idéaux maximaux là-dedans. Et je prends le quotient, ça c'est un corps, car M est maximal. Et j'ai donc une extension, L sur K est une extension. Là, quand la forme K crochet X sur P, quelque part, c'est ce qu'on appelle monogène, ça va être une extension engendrée par un élément. Là, c'est des extensions engendrées par plusieurs éléments, et pas forcément engendrables par un seul élément, d'ailleurs. La question se pose. Tout ça, c'est à rendre précis, bien sûr. Ça, c'est des exemples. Un autre exemple d'extension, c'est ce qui apparaît après le paragraphe précédent, c'est qu'on a vu que tout corps contient un sous-corps premier. Donc si K est un corps, et F son sous-corps premier, alors F est une extension de K est une extension de F. Donc vous voyez, il y a plein d'extensions de corps. C'est ça ce qui va nous intéresser. Alors, comme toujours, là j'ai introduit des objets, des extensions de K. J'imagine K comme un corps de base et je regarde toutes ces extensions. Donc, je vais aussi dire ce que c'est des morphismes. Soit L sur K et M sur K, deux extensions de K. Un morphisme d'extension de M, de L sur K vers M sur K est un morphisme de corps F de L vers M. Et L et M contiennent tous les deux le corps K, le même corps K. Donc je peux demander qu'il soit l'identité sur K. F de x égale x, quel que soit x dans K. C'est ce qu'on appelle un morphisme d'extension. C'est un morphisme de corps, de L dans M, qui est l'identité sur K. Qu'est-ce que c'est qu'un isomorphisme d'extension? Un morphisme d'extension F. Donc on va le noter comme ça, hein, L sur K vers M sur K est un isomorphisme. On veut regarder Pardon, c'est une définition de l'isomorphisme d'extension, donc il ne faut pas que je souligne là. Un morphisme d'extension est un isomorphisme d'extension, parce qu'on veut étudier les extensions de K à isomorphisme près. On dit que c'est un isomorphisme, on définit ça comme d'habitude, c'est-à-dire s'il existe un morphisme dans l'autre sens, un morphisme d'extension G dans l'autre sens, tel que
les deux compositions soient égales à l'identité. C'est-à-dire que G rond F égale identité, donc sur L, et F rond G égale à l'identité sur M. Je n'ai pas dit, on peut composer les morphismes d'extension, c'est simplement composer les morphismes de corps. Ça va être encore un morphisme d'extension, parce que si F et G sont l'identité sur X, sur K, la composition ici, c'est l'identité sur K. Donc on a une notion de composition, d'extension de corps, et le morphisme identité sur L est un morphisme, bien sûr, est un morphisme d'extension de L sur K. En fait, ça revient au truc habituel, c'est que de manière équivalente, ça veut dire que F est un morphisme d'extension bijectif. De manière équivalente. Vous pouvez vérifier que c'est équivalent à dire que F est bijectif. Si F est un morphisme d'extension bijectif, c'est un isomorphisme, et réciproquement. Un endomorphisme d'extension de corps, bien sûr, c'est un morphisme d'extension dans lui-même. Un endomorphisme d'extension de L, K dans elle-même, c'est un morphisme de LK dans L sur K, bien sûr. Un morphisme d'une extension dans elle-même, on appelle ça un endomorphisme. Un automorphisme d'extension est un endomorphisme qui est un iso. Si vous avez les deux, vous avez à la fois un endomorphisme et un isomorphisme. Ça s'appelle un automorphisme. Comme toujours, hein, les définitions habituelles, une fois qu'on a des objets de morphisme, on a ces notions-là. Ce qui est important avec les automorphismes, en fait, l'ensemble des automorphismes, de L sur K, une extension donnée est notée haute de L sur K, et c'est un groupe. Non forcément commutatif, mais vous pouvez composer des automorphismes et obtenir un automorphisme. C'est un groupe pour la composition. Et toute la théorie de Galois, c'est justement l'étude de ce groupe d'automorphismes dans des cas favorables. Et l'étude de ce groupe, la propriété de ce groupe va faire un lien entre les propriétés de l'extension. Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer, par exemple, que l'équation générale de degré 5, vous ne pouvez pas exprimer ses racines en radicaux sur les coefficients ou des choses comme ça. C'est par ce biais-là qu'on arrive en étudiant ce groupe-là, c'est par ce biais-là qu'on peut démontrer les fameux théorèmes de la théorie de Galois. On n'ira pas jusque-là dans ce cours, hein. C'est juste une petite introduction à la théorie de Galois. Il faut des exemples. Et un exemple que vous connaissez depuis longtemps, c'est la conjugaison complexe. Sur sigma, l'application définie par sigma z, c'est z bar, la conjugaison complexe. Sigma x est égal à x pour tout x réel.
Et sigma est un morphisme d'anneau, bien sûr, hein, qui est donc l'identité sur R. Donc sigma est un endomorphisme. Sigma est un morphisme d'extension de C sur R dans elle-même. Un morphisme d'extension de C sur R dans elle-même. Donc un exemple de morphisme d'extension, mais qui est en fait un endomorphisme d'extension, comme sigma carré est égal à l'identité, comme sigma rond sigma égale l'identité, c'est un automorphisme. C'est un automorphisme de C sur R. C'est un automorphisme de l'extension C sur R. Évidemment, l'identité aussi, c'est un automorphisme de C sur R. L'identité, c'est toujours un automorphisme de L sur K, je l'ai dit. Hein. L'autre L sur K est un groupe pour la composition. Donc là, vous voyez deux éléments dans le groupe haute C. CR, en fait, haute CR, vous pouvez démontrer que haute CR, c'est le groupe Z mod 2. C'est un axe 6. Et qu'il n'y en a pas d'autres. Si vous avez un autre automorphisme de l'extension C sur R, si vous avez un troisième, alors il est égal à sigma ou égal à l'identité. Ça se démontre facilement. Il faut avoir l'idée peut-être de regarder quelle est l'image d'I. Et montrer que si vous avez un automorphisme phi quelconque de cette extension, phi d'I doit encore être une racine carrée de moins 1. Et donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Phi de I est égal plus ou moins I, et que c'est comme ça que vous arrivez à démontrer que sigma, c'est l'identité, ou phi est l'identité, ou égal à sigma. C'est un petit exercice. Un autre exemple d'un morphisme d'extension qui n'est pas un automorphisme, c'est intéressant aussi, soit K encore. Faisons ça en plusieurs étapes. Soit F, le morphisme K crochet X dans K crochet X, qui envoie à P sur P évalué en X2. Vous voyez, c'est un morphisme d'évaluation. J'évalue un polynôme en X2. Donc ça va de K crochet X dans K crochet X. C'est l'identité sur K, et c'est un géomorphisme. Donc F est injectif. Et donc tout élément non nul a une image inversible dans... Je considère ça comme un sous-anneau de K parenthèse X. Donc vous voyez, si je considère F comme morphisme de K crochet X dans K parenthèse X, tout élément non nul est non nul là, et donc inversible. Et donc F induit F' au niveau des corps de fraction. Qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, c'est rien d'autre que si je prends une fraction P sur Q, je vais évaluer P en X2, Q en X2, et je constitue la fraction Px2 sur Qx2. Vous aurez pu me dire, oui, mais on aurait pu définir ça auparavant. Oui, mais il faut quand même être sûr que ce soit bien défini. C'est-à-dire, si vous avez un polynôme Q, il faut bien remarquer que Q de X2 n'est pas nul si Q est non nul. Et il faut démontrer que ça ne dépend pas de la représentation de la fraction. Vous voyez? Si j'avais défini ça directement comme ça a l'air naturel, mais il y a des choses à vérifier. Donc si je commence par là, il n'y a rien à vérifier. Là, on sait qu'on a des morphismes d'évaluation en général. Donc ça, c'est un morphisme d'évaluation en particulier. C'est un morphisme d'anneau. Et je peux voir très facilement que F est injectif. Si F de P est égal à 0, P est égal à 0. Ça, c'est clair. Et j'utilise la propriété universelle de la localisation pour avoir le morphisme induit. En plus, on a vu ça de long et large, que du coup, le morphisme induit a cette tête-là. Donc ça, c'est un morphisme de corps. Bien sûr, F', c'est lambda pour lambda dans K,
f' lambda est égal à lambda, parce que si j'ai une fraction constante, lambda évaluée en x2, ça fait lambda. Donc f' est un... D'où f' est un morphisme d'extension. Donc de k parenthèse x dans k parenthèse x sur k. Donc c'est un endomorphisme. Mais ce n'est pas un automorphisme. En fait, f' n'est pas surjectif. Vous pouvez démontrer ça à titre d'exercice. Donc ça ne peut être un automorphisme. Hein. C'est un vrai endomorphisme. Donc c'est intéressant. Le dernier exemple, c'est plutôt un énoncé, une proposition, que si f est un morphisme de corps, on a vu que dans ce cas-là, K et L ont le même sous-corps premier. On a vu ça au paragraphe précédent. K et L ont le même sous-corps premier F. Et de plus, F restreint à F est l'identité. Donc, vous voyez, K est une extension de F, L est une extension de F, et automatiquement, n'importe quel morphisme de corps est un morphisme d'extension. Donc F, K sur F dans L sur F est un morphisme d'extension. Donc tout morphisme de corps, en fait, est un morphisme des extensions du corps premier commun. Excusez-moi. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est des extensions intermédiaires. Soit L sur K une extension, ou ce que je préfère appeler une sous-extension de L sur K, ou ce qu'on appelle aussi une extension intermédiaire de L sur K, est simplement un sous-corps M de L contenant K. Donc on aime bien dessiner ça comme ça. Vous avez L, vous avez K tout en bas, vous avez M entre les deux. Et on met des traits comme ça. Donc je vais L sur M, M dans K. Vous avez le plus petit corps, c'est K. Et M, c'est donc une extension de K. En particulier, M contient K comme sous-corps, donc M est une extension de K. Et bien sûr, l'inclusion de M dans L, c'est un morphisme d'extension. En fait, L sur M aussi est une extension. Et d'ailleurs, L sur M est aussi une extension. Donc on peut considérer plusieurs extensions à partir d'un corps coincé entre K et L. Donc si vous avez une extension, c'est-à-dire que vous avez un corps L contenant K comme sous-corps, vous pouvez regarder tous ces corps-là. C'est quelque chose qui est très intéressant pour la théorie de Galois encore.
On appelle ça une tour d'extension, du coup. Une petite tour de 3 étages. Alors, comment en faire si j'ai L une extension de K? J'aimerais bien en produire plein d'extensions intermédiaires. Et on veut donc définir des sous-extensions engendrées. Donc habituellement, on le fait comme ça. Donc, je me donne une extension, soit L sur K une extension, et S un sous-ensemble de L. Un sous-ensemble quelconque. Alors, il existe une plus petite sous-extension M sur K de L sur K. C'est-à-dire M est coincé entre K et L, contenant S. Plus petit par rapport à l'inclusion, bien sûr. C'est le truc habituel, c'est-à-dire, dans la démonstration, je peux le faire. Je prends C ronde, la collection de, je ne peux peut-être pas l'appeler M, si M doit être la plus petite. Je prends N, le sous-corps de L, N sous-corps de L. La C ronde, la collection de sous-corps de L contenant K et S. D'accord, l'intersection est un sous-corps. Et la plus petite sous-extension de L sur K contenant S, comme vous pouvez vérifier. Bon, pardon. Donc M est déterminé par S, donc on note K parenthèse S. On appelle ça, bien sûr, la sous-extension de L sur K engendrée par S. Notez bien les parenthèses. On va voir, ce n'est pas des crochets, ce n'est pas le sous-anneau de L obtenu à partir de K en adjoignant S. Ça, c'est le sous-corps obtenu à partir de K en adjoignant S. Ce n'est pas la même chose. Explicitement, c'est un exercice, mais je ne vais pas le... Explicitement, qu'est-ce que c'est que... Là, ce n'est pas très explicite, mais on peut toujours rendre ça explicite. Qu'est-ce que c'est que KS? Il faut donc écrire des fractions comme ça. Vous avez S1 à Sn sont dans S, P et Q sont des polynômes à crochet x1, xn, tels que Q évaluant S1, Sn est non nul dans L. Les SI sont a priori dans L. Et N est un entier naturel arbitrairement grand. C'est ça ce que c'est. C'est ça ce que c'est K de S, comme sous-ensemble de L. Il faut regarder les quotients d'éléments. Un élément quelconque ici. Justement, ça c'est un élément quelconque de K crochet S. Je prends un quotient de 2 éléments de K crochet S où le dénominateur est non nul. Donc c'est quand même un peu compliqué. Ça, c'est un exercice, hein, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est la plus petite sous-extension de L sur K contenant S. Bon, dans la plupart des cas, S va être fini. Si vous avez n éléments dans S, on note
plutôt on enlève les accolades et on note K indice S1, S1. Ici, c'est un S majuscule. Hein. Si S majuscule, c'est petit s1 jusqu'à petit sn, l'expression est légèrement plus simple. Vous avez des polynômes évalués en S1, Sn sur Q évalué en S1, Sn, où P et Q sont toujours des polynômes à coefficient dans K en x1, xn, avec Q non nul une fois évalué. Donc n est fixe ici, et le S1, Sn aussi. En particulier, si vous avez un seul élément, si n est égal à 1, vous avez donc K petit s, c'est l'ensemble des fractions de la forme P sur S, Q sur S, où P et Q parcourent les polynômes en X à coefficient dans K, avec QS non nul dans L. Vous pouvez protester et dire que c'est une notation qu'on utilisait déjà pour les corps de fraction. On avait déjà ce genre de choses. Notons que la sous-extension si je prends justement cette extension-là, je regarde un corps de fraction rationnelle en invariable au-dessus d'un corps K donné, engendré par x1, xn, est bien égal à K crochet x1, est bien égal à ça. Vous voyez, il n'y a pas de confusion de notation. Ça, c'est bien. Si S1, Sn, c'est x1 et xn, on obtient la même chose. Il n'y a pas de confusion de notation. C'est la première chose à dire. Notons aussi qu'on a l'inclusion. Si vous prenez le sous-anneau de L obtenu en adjoignant à K les éléments de S, vous avez, S ici c'est un sous-ensemble quelconque de L, vous avez bien sûr une inclusion comme ça. Et en général, ce n'est pas une égalité. Ici, pour écrire vite, ici l'ensemble K parenthèse S c'est ça, tandis que l'ensemble K crochet S c'est P de S1 Sn. C'est juste une expression polynomiale en les S1 Sn à coefficient dans K. Il n'y a pas de raison que des éléments généraux comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez ici dans le cas K parenthèse x1 et xn, c'est vraiment différent. Donc il ne faut pas confondre K crochet x et K parenthèse s. K crochet s et parenthèse s. Par contre, ça peut être égal. Regardons Q crochet I. Donc, par définition, c'est A plus IB, où A et B sont dans Q. Donc un sous-anneau de C, a priori. Ça, c'était A Q crochet I. Oui, il faut faire un peu de travail, parce que normalement, c'est toutes les expressions polynomiales en I à coefficient dans les rationnels. Mais comme si I carré est également, comme I carré est égal moins 1, on peut toujours les écrire comme ça. Donc déjà, ça, c'est un petit exercice qu'on a dû faire dans le cas des Z au lieu de Q.
Vous voyez, c'est un sous-corps. Par miracle, c'est un sous-corps. Car si A plus IB est non nul, son inverse est A sur AD plus B2 moins B sur AD plus B2 fois I. Si A plus BI est non nul. Donc ça appartient encore à Q crochet I. Donc cet anneau, c'est le plus petit sous-anneau de C contenant Q et I. Vous voyez, c'est aussi un corps. Donc, Q crochet I est égal à Q parenthèse I. Comme sous-extension de C sur Q. Donc parfois, ça peut être égal. Et on verra justement les cas... On verra plus tard, dans le paragraphe suivant, quand est-ce qu'on a égalité et quand est-ce qu'on n'a pas égalité. Le K crochet S, entre K crochet S et K parenthèse S. Alors maintenant, on arrive à la partie importante. Soit L sur K une extension. Donc L est un corps, donc on a une multiplication. On peut multiplier deux éléments de L entre eux et obtenir un autre élément de L. Je peux restreindre cette multiplication à une multiplication externe des éléments de L par des éléments de K. Donc restreindre la multiplication, le produit sur L, à, donc ce que je vais toujours noter par un point, à une loi de K croix L dans L. Oui, je peux décider d'oublier toute la multiplication sur L et dire, moi je peux multiplier un élément de L par un élément de K. Alors, ce qui est intéressant, du coup, L devient un K espace vectoriel. Restreindre cette multiplication à K croix L dans L fait de L un K espace vectoriel. Les conditions d'un K espace vectoriel vont être automatiquement satisfaites. Qu'est-ce que c'est qu'un K espace vectoriel? Qu'est-ce qu'il faut comme condition? En effet, multiplier les éléments de L, je vais donc le noter par V, comme on y pense maintenant comme des vecteurs. Une fois V, c'est bien V, pour tout V dans L. Si j'ai deux éléments, c'est des scalaires, donc je vais les appeler lambda et mu. Lambda plus mu fois V, c'est lambda V plus mu fois V. Pour tout V dans L et pour tout lambda et mu dans K. Lambda V plus W, c'est bien lambda V plus lambda W pour tout V et W dans L et pour tout lambda dans K. Et lambda mu que multiplie V, c'est bien lambda mu V pour tout V dans L et pour tout lambda et mu dans K. Oui, parce que ces règles-là sont déjà satisfaites si lambda et mu sont dans L, n'est-ce pas? On retrouve l'associativité de L, on retrouve les deux lois de distributivité, et on retrouve que l'élément neutre de K, qui est aussi l'élément neutre de L, est neutre multiplicativement. Mais automatiquement, et c'est très important, ça a l'air complètement anodin, mais c'est très important, si vous avez une extension de corps L sur K, automatiquement, L est un K espace vectoriel. Et on peut donc lâcher dessus toute l'algèbre linéaire sur L, comme K espace vectoriel. Et notamment, L peut être de dimension finie ou non. On appelle degré de l'extension L sur K la dimension de L comme K espace vectoriel. La dimension
dim L sur K de L comme K espace vectoriel. Et on appelle ça le degré. Notons, L contient K, et K, bien sûr, est de degré 1 comme K espace vectoriel. Donc vous voyez, on le note, pardon, on le note. On a encore une notation particulière pour ça. Et remarquons que c'est un entier naturel non nul. Oui, parce que L, si L est une extension de K, il comprend K, et K est de dimension 1 sur lui-même. Donc ce degré est au moins égal à 1. On dit que l'extension L sur K est une extension finie. Ah oui, j'exagère. Il peut aussi être infini, bien sûr. Excusez-moi, le degré c'est la dimension peut être infinie. Hein? Et si on connaît la théorie des cardinaux, c'est carrément un cardinal. Hein? La dimension d'un espace vectoriel, c'est un cardinal, donc on peut être un peu plus fin ici, mais bon. L sur K est une extension, on dit que L sur K est une extension finie si son degré est fini. C'est-à-dire si L a des dimensions finies comme K espace vectoriel. C'est-à-dire si L est de dimensions finies comme K espace vectoriel. Les exemples, c'est que C sur R, vous savez, on introduit souvent C comme R2, justement. Donc, par définition, C est de dimension 2 sur R. C est un R espace vectoriel de dimension 2. Et donc, c'est une extension de degré 2. Donc, CR égale 2. Bon, on peut encore donner plein d'exemples. Peut-être, je ne sais pas, 2. C'est K parenthèse X sur X, c'est une extension de degré infini. Donc c'est une extension infinie. Ainsi que R sur Q d'ailleurs. Pourquoi? Si c'était de dimension finie, si R était de dimension finie, comme Q espace vectoriel, il serait dénombrable. R n'est pas dénombrable, donc ça ne peut pas être de dimension finie, R sur Q. Peut-être quand même un dernier, si P est irréductible dans K crochet X, K crochet X modulo P, cette extension-là qu'on a déjà regardée, la division euclidienne dit que si D est le degré de P, le polynôme P, que X puissance 0 jusqu'à X puissance D-1 constitue une base. Une K-base. Ça, c'est la division euclidienne, on peut le voir comme ça. La division euclidienne dit que le reste modulo P d'un polynôme, c'est une combinaison linéaire, K-linéaire de ces monômes-là, et c'est unique. C'est l'unique élément qui est équivalent à un polynôme dans K crochet X modulo P. Donc la dimension est donc D. Donc le degré de L sur K, c'est la dimension de L sur K, c'est D. Et c'est donc égal au degré de P. Et c'est sans doute pour cette raison-là qu'on appelle ça le degré d'une extension, parce que ça coïncide avec le degré d'un polynôme irréductible si on considère cette extension-là.
Bon, on arrive au résultat principal. Vraiment, c'est un résultat crucial avec lequel on va démontrer plein de choses. Par exemple, on va démontrer, grâce à cette proposition, quand on va faire des constructions à la règle et au compas, c'est cette proposition qui permet de démontrer, par exemple, que vous ne pouvez pas, avec la règle et compas, diviser un angle en 3 parties égales ou ce genre de choses, ou que vous ne pouvez pas construire certains polygones réguliers à la règle et au compas. Tout ça, ça vient de là. Et plein d'autres choses encore. C'est vraiment une proposition très importante. Soit M sur L sur K une tour d'extension. Donc le dessin, c'était ça. Hein. M contient L, contient K, sauf que maintenant, je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Hein. C'est M le plus grand. Tel que les petites extensions M sur L et L sur K sont finies. C'est des extensions finies. M est de dimension finie comme L espace vectoriel et L est de dimension finie comme K espace vectoriel. Alors M sur K est fini. M sur K est une extension finie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le degré de M sur K, c'est le produit des degrés, donc de M sur L, que multiplie le degré de L sur K. Absolument phénoménal comme formule, qui dit que le degré se décompose comme un produit 2 entiers. Donc vous voyez, il y a l'arithmétique qui va jouer un rôle dans les extensions de corps. Vous voyez tout de suite des conséquences. Par exemple, si M sur K est de degré premier, vous voyez, cette décomposition, ça peut pas être quelque chose de non trivial. Si M sur K est de degré premier, on va en déduire qu'il n'y a pas de véritable sous-extension de M sur K. Hein, ce genre de choses. C'est vraiment phénoménal, cette formule-là. Donc ça mérite une démonstration. Donc L sur K est fini, donc L sur K a une K base, donc soit fini, soit X1, Xm, une K base de L. C'est donc des éléments de L, c'est une famille génératrice, K génératrice de L. Tout élément de L s'écrit comme une combinaison linéaire à coefficient dans K de X1 et Xm, et bien de manière unique. Et soit Y1 à Yn, une L base de M. M sur L a des dimensions finies aussi, donc il existe une base finie comme ça. Donc ici, M c'est donc le degré de L sur K, et N c'est donc le degré de M sur L. Vous avez compris, hein, parce que le cardinal d'une base, c'est la dimension de l'espace. Donc M et N, c'est ça. Donc on va démontrer que M sur K possède une base à M fois N éléments. Il n'y a pas beaucoup de mystère, on va simplement multiplier ces éléments. Donc montrons que X, I, Y, J, où I va de 1 à M et J va de 1 à N, constituent une K base de M. Et ça suffit parce que cette famille contient M fois N éléments, donc on aura démontré la formule. Donc il y a simplement ça à démontrer. On va démontrer que c'est une famille génératrice et après que c'est une famille libre. Donc soit Y un élément de M. Il faut que je l'écrive comme combinaison linéaire de Xi, Y, J à coefficient dans K. Mais déjà, ici j'ai une L base de M, donc je peux déjà commencer à écrire Y comme une combinaison linéaire de Y1 et Yn à coefficient dans L. Lambda 1 Y1 plus lambda n Yn. Donc il existe, il faut peut-être que je le rédige bien, il existe lambda I dans L tel que
y égale lambda 1, y1 plus lambda n, yn. Ça, c'est parce que y1 à yn est une L base de m. Maintenant, chaque lambda i est dans L, et x1 et xm est une K base de L. Donc, pour chaque li, lambda i, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de x1, xm à coefficient dans K. Donc ici, j'ai mu1, x1 jusqu'à mu m, xm. Attention, je fais ça pour chaque i. Donc, je vais avoir ici une double indice. Parce que mu1 pour lambda 1 n'est pas la même chose que mu1 pour lambda 2. Donc, ça dépend aussi de i. Donc, il existe des mu ij dans K tel que j'ai ça, quel que soit i. Et maintenant, je fais simplement la substitution. Et je développe. Du coup, y, c'est donc lambda 1, y1 plus lambda n, yn. C'est égal, eh bien, je substitue pour chaque lambda i cette expression-là, et je développe. Oui, je vais avoir de xi, yj, avec quel coefficient? Yj, de toute façon, vient avec le coefficient de lambda j. Xi vient avec le coefficient... oui, bon. Non. Bon, il faut peut-être que j'écrive, sinon je suis en train d'aller trop vite. Mu11, je vais l'écrire comme ça. Mu11, x1. Pour lambda 1, j'ai mu11, x1 plus mu m1 xm que multiplie y1, etc. Et le dernier, c'est mu 1 n x1 plus mu mn xm yn. Donc si je développe tout ça, vous voyez, je vais avoir une somme xi, yj, et xi, yj sera affecté du coefficient mu ij. Et i et j vont de 1 à mn, respectivement. D'accord? Et ça, c'est les éléments de K. Donc vous voyez, la famille xi, yj est bien génératrice, est K-génératrice de M. La famille xi, yj est K-génératrice de M. C'est la première chose à faire. Après, on va démontrer que c'est libre. Donc c'est une numérotation utile, là. Supposons, montrons qu'elle est libre. Montrons qu'elle est libre. Donc K libre. Donc supposons que mu ij sont dans K et que la somme de mu ij, xi, yj est 0. Et je vais démontrer que les mu ij sont nuls. Moi, je vais donc les regrouper. Déjà, je vais écrire ça comme une combinaison linéaire de yj. Qu'est-ce que j'ai en fonction de yj? J'ai une somme de mu ij, xi. Donc j va de 1 à n, i va ici de 1 à m. Ça, les xi sont dans L, les mu ij sont dans K. Donc ça, c'est une combinaison linéaire, K linéaire de xi, donc ça appartient à L. Je rappelle, hein, M c'est le grand, L et K. Le xi, c'est une base ici. Le y1 à y, non, x va jusqu'à
M, et là c'est N. Les XI sont dans L. Et si je fais une telle combinaison linéaire à coefficient dans K, oui, ça c'est un élément de L. Donc j'ai ici une combinaison linéaire des YJ à coefficient dans L qui vaut 0. Donc comme le YJ constitue une L base, ou plutôt comme Y1 à YN est L libre, chaque fois que vous avez une combinaison linéaire des YJ à coefficient dans L qui vaut 0, alors tous les coefficients sont 0. Donc ici, j'ai mu IJ x I va de 1 à M est égal à 0. Et ça, quel que soit J. Quel que soit J, le coefficient de YJ est 0, c'est-à-dire ça. Mais pour J fixé, ici j'ai une combinaison linéaire des XI à coefficient dans K. Et comme les XI constituent comme le XI est K libre, la famille des XI est K libre, si je fixe J, ici, mu IJ est 0, quel que soit I. Donc du coup, quel que soit J, quel que soit I, mu IJ égale 0. Et on a démontré que la famille XI, YJ est libre. Ce n'était pas compliqué. Et ça démontre l'énoncé. Et ça, c'est vraiment phénoménal comme proposition. C'est tout simple. Et vous allez voir, ça a un tas de conséquences. J'essaie d'aller un peu plus vite. Voilà, on va en déduire vraiment un théorème sympa pour le corps fini. Soit K un corps fini. C'est un corollaire de ce qui précède. Non, non, non. Non, non. Simplement dire que c'est... Non. Ok, bon, c'est donc... c'est lié au degré, hein, et le fait de considérer un corps fini comme un espace vectoriel. J'aurais pu le dire avant. Je saute un corollaire, bon, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. Soit K un corps fini. Donc on a vu, il est forcément de caractéristique P non nulle. Soit P sa caractéristique, donc non nulle. Donc K est une extension de Fp, alors K sur Fp est une extension finie, forcément. Oui, forcément, ça c'est même évident, parce que K est fini, donc c'est un espace vectoriel qui, comme ensemble, est fini. Donc je peux prendre une famille génératrice finie de K, comme Fp espace vectoriel, en prenant par exemple K tout entier. Et je peux donc virer des éléments et en faire une base qui va être forcément finie. Donc c'est une extension finie, c'est quelque chose de très frappant en fait. Un corps fini est forcément une extension finie de K sur Fp. Donc en particulier, il existe un entier n non nul. Si c'est un espace vectoriel de dimension finie sur Fp, alors il est isomorphe, donc K est isomorphe à Fp puissance n. Parce qu'un espace vectoriel de dimension n sur un corps Fp, par exemple, est isomorphe à Fp puissance n, comme espace vectoriel, comme Fp espace vectoriel. Je ne dis pas qu'il est isomorphe à l'anneau Fp, croix Fp, etc. Je dis qu'il est isomorphe à Fpn comme Fp espace vectoriel. En particulier, il est en bijection avec Fp puissance n, et donc il a P puissance n éléments. Du coup, le cardinal de K, c'est P puissance n. Moi, j'ai donné la démonstration en parlant, en rédigeant le théorème. Vous pouvez dire pourquoi c'est un théorème, parce que c'est vraiment un résultat important. Pourtant, ça vient tout seul, une fois qu'on considère
une extension de corps comme un espace vectoriel. Si K est fini, c'est forcément un FP espace vectoriel de dimension finie, et donc c'est une extension finie, et donc par l'algèbre linéaire, on a ces choses-là. Donc la démonstration, c'est donc un exercice. Le corollaire, c'est que le cardinal d'un corps fini, insistons dessus, le cardinal d'un corps fini est une puissance de nombre premier, même une puissance non triviale, ce n'est pas P puissance 0 bien sûr, c'est P puissance n, où n est un entier naturel non nul. Donc ce qui est frappant, c'est qu'il n'existe pas de corps à 6 éléments. Il n'existait pas de corps à 6 éléments. Et parce que 6, ce n'est pas une puissance de nombre premier. Alors l'exercice, c'est de démontrer ça directement sans utilisant toute la structure algébrique. Donc pour bien apprécier ici le gain avec la structure algébrique, en ayant toutes ces structures algébriques, de l'algèbre linéaire et tout ça, c'est montrer à titre d'exercice, le montrer directement à partir des définitions. Donc sans doute pas l'absurde, vous supposez que vous avez un corps à 6 éléments, et rien qu'en utilisant la définition d'un corps, vous allez essayer d'arriver à une contradiction. Ça, c'est très instructif, parce que a priori, ce n'était pas clair, mais justement, le fait de considérer un corps fini comme un espace vectoriel sur son sous-corps premier, qui est forcément la forme f indice P avec P premier, et en appliquant l'algèbre linéaire, on le sait que tout corps fini est de cardinal une puissance de P. Et donc, comme 6 n'est pas une puissance de P, il n'y a pas de corps à 6 éléments. Il y a des corps à 4 éléments, il y a des corps à 5 éléments, bien sûr. Corps à 4 éléments, on ne l'a pas encore vu. Hein. On ne sait pas d'ailleurs qu'ils existent. On va voir ça plus tard. On va voir que réciproquement, pour toute puissance non triviale de nombre premier P, il existe un corps avec ce cardinal. Donc il va y avoir des corps à 4 éléments, des corps à après 5 éléments, 7 éléments, 8 éléments, 9 éléments, mais pas 10 éléments, 11 éléments, pas 12 éléments, et ainsi de suite. Mais le premier cas où il n'y a pas de corps de cardinal fini, c'est à 6 éléments. Et donc c'est très instructif de démontrer ça directement. Voilà, excusez-moi, c'est un peu long. On va s'arrêter là. Merci.